présenté par Reda Menassel chaque jeudi de 17h à 19h sur Radio Alger 3. Et il est 17h07 sur les ondes de Radio H13. Bienvenue dans Médiatique, votre rendez-vous hebdomadaire incontournable pour peu que vous soyez féru de recherches scientifiques et de nouvelles technologies. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Hassiba Djebloun à la réalisation, nous vous proposons aujourd'hui une spéciale e-santé. Alors pendant une heure de temps, nous allons poser plusieurs questions directes. Quelle est la place de la technologie dans la santé de demain? Quels sont les problèmes éventuels qui empêcheraient le déploiement massif de l'e-santé? Et bien évidemment, où se situe notre pays et notre continent, l'Afrique, dans cette course effrénée à la digitalisation. Alors ces questions, on va tenter d'y répondre en compagnie de trois invités. On commence par vous, monsieur Salim Chalfaoui. Vous êtes titulaire d'un ingénierat en mathématiques et informatique de l'université Paris 8. Vous êtes expert en digital, spécialisé dans le e-pharma. Et vous êtes aussi et surtout le fondateur de la start-up Lima Consult. Bonjour. Marhababik. À vos côtés, monsieur Mohamed Boussaboun, vous êtes le fondateur d'Oraformet Technologies, société de services en ingénierie informatique spécialisée en implémentation de RP. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Et enfin, et non des moindres, le docteur Nabil Mostafa. Bonsoir. Alors, vous vous définissez vous-même sur Twitter comme médecin de profession, informaticien de passion et engagé dans le changement. Vous êtes le fondateur de la start-up Itabib. Bonsoir, Reda. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Face à vous, les deux chroniqueuses spécialisées de l'émission, en l'occurrence, madame Ania Saadi. Alors, vous êtes titulaire d'un master 2 en informatique visuelle de l'université de Babzouar. Bonsoir, Reda. Et enfin, madame Hind Bendranem. Vous êtes la cofondatrice de Girus Technologies et présidente du CITEM. Bonsoir. Alors, messieurs, dames, balle au centre. On va commencer évidemment par faire un peu de pédagogie. La e-santé a été définie par l'OMS comme étant, je cite, les services du numérique au service du bien-être de la personne. Alors, ce mot renverrait donc aux applications des TIC dans le champ de la santé. Et on l'a bien vu durant ces 2 années de pandémie, les téléconsultations, les applications mobiles de suivi médical à distance ou de prise de rendez-vous ont été massivement employées face au Covid-19. Alors, votre diagnostic, docteur Mostafa? Oui, bonsoir plutôt, Reda. Donc, oui, effectivement, le diagnostic qui s'impose à nous après ces 3 années de pandémie, c'est que effectivement la e-santé commence à avoir un élan important dans le quotidien des Algériens, qu'ils soient professionnels ou la simple citoyen, justement parce que cette pandémie a permis l'éveil de la conscience collective par rapport à l'utilisation, par rapport aux effets, par rapport aux bénéfices des technologies face aux prises en charge médicales. On a tous été confrontés à cette période-là où il y avait un confinement, il y avait un monde fou à l'hôpital, tout le monde avait peur, on ne savait pas comment répondre à cette pathologie et à cette pandémie, et on a découvert rapidement que la e-santé pouvait nous aider énormément avec des applications par exemple de prise de rendez-vous, des applications de tracking des malades Covid, les passeports numériques par rapport au déplacement, les plateformes de téléconsultation. En fait, cette pandémie nous a presque permis de rattraper un retard quelque part. En fait, un retard, moi, je ne dis pas qu'on est vraiment très en retard, parce que même dans les pays les plus développés, la télémédecine n'est pas vraiment quelque chose de très lointain. Il y a 10 ans de cela, les premières plateformes de télémédecine ou télévidéo en quelques 5 ans, 6 ans, pas plus, parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait aussi une composante technologique. La communication, Internet n'était pas vraiment, ne permettait pas donc ce genre de technologie. Donc c'est avec l'avancement de la technologie que des applications ont apparu. Donc on n'est pas vraiment très en retard. Au contraire, on pourrait, de toute façon, le gap dans ce secteur-là est beaucoup moindre que le gap dans d'autres secteurs et dans d'autres applications. Voilà, donc je pense que la e-santé et la télémédecine et la e-pharma et tout ça vont apporter un grand plus pour le citoyen, pour la nation, et voilà, donc la pandémie a permis et a fait, on a eu une évolution par rapport à ça. Avant de céder la parole à notre ami Hind, j'aimerais revenir sur votre parcours donc personnel. Vous êtes médecin de formation, et à quel moment est-ce que vous vous dites, tiens, il y aurait peut-être un coup à jouer, l'apport de la technologie pourrait être un plus, évidemment, dans ma pratique de la médecine?
effectivement, moi, je suis médecin de profession, je suis exerçant, j'exerce dans mon cabinet, et donc j'ai implémenté les technologies, utilisé les technologies depuis très longtemps, depuis 2006, que j'utilisais des applications, et en tant qu'utilisateur d'abord, et puis en tant que développeur, parce que j'ai cette casquette de développeur passionné. Donc vous aviez votre cursus classique, si je comprends bien, de médecine, et à côté, vous étiez développeur amateur, passionné. Voilà, je faisais du hacking, je faisais des choses par-ci par-là, et donc voilà. C'était un autre type de virus. Voilà, absolument. Donc quand on parle de hacking, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de péjoratif, forcément. Non, c'est pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent. Donc voilà, on passe tout le monde, c'est tout le monde qui passe par cette étape-là de hacking. C'est-à-dire, l'utilisation des technologies ont accompagné mon quotidien de praticien. Et rapidement, j'ai compris quel est l'apport de ces technologies dans mon quotidien du point de vue du praticien. Parce que, étant professionnel des TIC, c'est évident pour nous. Mais quand on est médecin, quand on est professionnel, quand on découvre ce que la technologie me permet, on est vraiment ébahi. Tiens, ça c'est possible. Je peux appliquer ça dans cette ou cette situation de professionnel que le professionnel de TIC n'a pas été confronté parce qu'il n'est pas professionnel de santé. Voilà, donc je comprenais le langage. Les besoins, donc des professionnels de la santé, voilà. Je vivais les problèmes du professionnel. Mais surtout la faisabilité sur le plan technique. Absolument. Et je comprenais ce que la technologie et les professionnels de TIC pouvaient m'apporter en tant que professionnel. Et rapidement, en 2016, j'ai décidé de créer ma start-up. Et étant professionnel de santé, étant amateur en développement, je n'ai pas développé les solutions. J'ai fait appel, donc j'ai recruté des développeurs pour qu'ils fassent le travail comme il se doit. Parce que j'ai compris qu'il fallait faire, c'est-à-dire l'approche, il fallait qu'elle soit comme ça, une approche professionnelle. Donc, jumeler les deux apports, l'apport du professionnel de santé et l'apport du TIC pour donner cette puissance au résultat final qui sont les solutions qui sont dédiées au secteur de la santé. Très bien. Docteur Moustapha, moi je vous remercie pour ces éclaircissements et je vois que vous êtes chanceux justement par rapport à ce mariage de deux disciplines, à savoir la technologie, donc l'informatique et puis la médecine. Parfait. Cependant, moi il y a une question qui me taraude l'esprit. Donc cet aspect e-santé qui regroupe au-delà de la gestion des rendez-vous, prise de rendez-vous, gestion des dossiers patients. Mais qu'en est-il de la consultation? Parce que selon nos petites informations, je ne suis pas médecin. Vous pouvez peut-être corroborer ou pas mes propos, que pour une simple grippe, on est censé être complètement dévêtu pour qu'il y ait un parfait diagnostic par le médecin, le praticien. Absolument. Et là, je vous remercie pour cette question très pertinente, parce que, effectivement, il faut que les gens comprennent que la consultation, la télémédecine en général, la télémédecine en général, avec toutes ces branches, sa vocation, ce n'est pas de remplacer la médecine normale. Non. La télémédecine, donc la téléconsultation, la téléradiologie, toutes les autres applications de la télémédecine, ont ils ont une place dans la prise en charge du citoyen. C'est-à-dire, c'est un des moyens qu'on utilise pour prendre en charge convenablement notre patient. Le médecin a besoin d'un stéthoscope, a besoin d'un autre stéthoscope, a besoin d'un appareil. Donc il utilise chaque appareil le moment venu, le moment nécessaire pour qu'il donne le plus à son patient. Si en utilisant la téléconsultation, la télémédecine en général, la téléradiologie, je peux apporter ce soulagement au patient, ne serait-ce que psychologique, il faut utiliser cet outil-là. Il ne faut pas avoir peur de la technologie, comme ça a été le cas, par exemple, au début du siècle avec la voiture. Les premières personnes qui ont vu la voiture mécanique ont très peur. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre, mais on ne peut pas être contre l'évolution. Il faut par contre accompagner cette évolution et l'adopter, et l'épouser et la réguler pour qu'elle puisse donner son effet positif et pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc, pour répondre directement à votre question, non, la télémédecine n'a pas de vocation de remplacer la médecine, mais au contraire, elle complète la médecine en donnant donc ses possibilités.
Oui, et Voilà. donc, lors de ce type de débat, c'est là où on essaie un peu de sensibiliser l'utilisateur, qui, dans ce cas, est le grand public. Pourquoi? Parce qu'au fait, parfois, par abus de langage, certaines appellations sont utilisées à tort et à travers, chose qui Absolument. devient dangereux quand il s'agit de la santé. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on va céder le micro justement à notre ami Mohamed Dabou-Saboun, fondateur d'Oraformed, de technologie. Alors je sais que vous êtes très très pointilleux par rapport aux dénominations. Et on est là justement pour faire un peu de la pédagogie en direction de nos auditeurs. Exact. Et un petit peu de vulgariser, parce qu'on s'adresse à des auditeurs pas spécialement connaisseurs de ce type de technologie. Si vous permettez, je vais essayer un petit peu de revenir sur certaines petites définitions. Donc, on parle de e-santé d'une manière générale. La e-santé, c'est quoi? C'est des applications logicielles informatiques qui aident les professionnels de la santé qui utilisent dans leur quotidien. Ce sont des outils. Ce sont des outils, des logiciels. De la même manière, mais qui se pratiquent en face un patient. Vous avez l'autre volet qui est la télémédecine. La télémédecine, c'est plusieurs volets. Il y a la télémédecine, la téléconsultation, la téléradiologie. Ça, par contre, c'est la même chose. C'est des systèmes, mais qui se pratiquent à distance, où on utilise la technologie pour consulter un patient qui n'est pas forcément dans un cabinet, dans un hôpital. Voilà. Donc, on en parlait justement avec le docteur Ronoff tout à l'heure, par oui. rapport aux zones désertiques, par rapport aux inégalités en matière de prise en charge de santé. Ça pourrait être une solution d'appoint, bien évidemment. Hind? Alors, moi, je me pose une question. Oui. Est-ce que maintenant, l'appareillage, les outils, les automates qui existent, surtout dans nos hôpitaux et puis même chez dans les cabinets, est-ce qu'ils sont mis à jour? Est-ce qu'on peut adapter nos solutions donc numériques à ce type d'appareil qui date depuis quelques années? Alors c'est une question à laquelle il faudra répondre sans langue de bois. Oui. Absolument. Oui, faut Non, être et direct. absolument. Alors, donc, je reviens un petit peu sur les définitions. C'est que c'est très clair. La question, elle est très claire. Au fait, donc, tout ce qui est appareil, appareil radiologique, allez, Voilà, on va parler de téléradiologie. De la 3D, d'imagerie. Absolument. Donc, si on parle le système, il est le même, que ça soit dans un hôpital, dans un cabinet, dans une clinique, etc. Par contre, pour la téléradiologie, donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter des systèmes informatisés avec, bien sûr, un réseau pour transmettre cette image radiologique à un radiologue qui n'est pas forcément positionné sur le même site pour une lecture, pour un compte rendu. Donc, si je réponds clairement, oui, le matériel, oui, on peut l'utiliser, mais il y a des choses à rajouter, notamment des outils de télécommunication, notamment les réseaux. Voilà. Ça nous rassure. Très bien. Ania? On l'a dit, la technologie est devenue une nécessité dans le domaine de la santé, mais comme on venait de le mentionner tout à l'heure, les professionnels en santé ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui concerne la technologie. Donc, est-ce que il y a une formation qui se fait derrière pour pouvoir apprivoiser cela? Ça tombe bien. Moi, je me positionne en tant qu'informaticien, développeur de logiciels. Quand on se met en face des machines pour développer, on se dit, le système ne va pas utiliser par les informaticiens. On développe des systèmes pour les autres. Dans ce cas précis, Exactement. on développe pour les médecins. D'accord? Donc, comme il vient d'être expliqué par le docteur, le médecin n'a pas de vocation. Il est là pour faire un job bien défini de consulter son patient. Il a un travail bien défini. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup de temps à aller cliquer, chercher. Donc, il faudrait que ces systèmes soient simplistes, simples à utiliser et qui répondent à un besoin direct. D'une manière générale, je vais un petit peu revenir à un peu ce qu'on a fait. Donc, du coup, il faudrait que donner aux médecins, avec simple clic, toute la pathologie, antécédent, examen, Que ça soit optimal. que ça soit optimal et visuel et simple à utiliser. Très bien. On pose la même question à monsieur Salim Chalfaoui. Effectivement, donc sur cette question-là, ces logiciels donc restent encore des outils, d'accord. D'ailleurs, c'est nous en fait, on se positionne différemment, donc avec l'IMA Consult et nos deux business units, donc l'IMA Labs et l'IMA MT. Donc l'IMA Labs, en fait, nous on se positionne comme étant des think tankers entre guillemets. Donc nous on s'est positionné pour justement aider ces professionnels de santé et créer cette jonction entre les éditeurs de solutions. Parce que c'est facile pour nous aussi, on vient du domaine de créer des logiciels, mais on s'est dit aujourd'hui le marché algérien et le marché africain, d'ailleurs, juste pour vous donner une petite anecdote sur des chiffres de l'OMS qui sont récents.
Donc sur 1000 innovations aujourd'hui enregistrées dans le monde dans ce domaine-là, nous avons 120 qui sont africains, ce qui représente 12%, ce n'est pas rien du tout. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi, on s'est dit, bon, comment se positionner pour essayer de donner un petit boost et être accélérateur de cet écosystème. Donc on a travaillé beaucoup avec mes confrères, hein, d'ailleurs, donc je les ai rencontrés dans des cadres de travail, où on essaye de réfléchir sur des solutions. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le côté harmonie, d'accord? Aujourd'hui, il faut... C'est-à-dire? Alors, harmonie, ça veut dire harmoniser un petit peu tous ces systèmes-là. Donc, effectivement, ils apportent un plus réel et qu'on peut pas négliger. Mais on essaye de le rendre harmonieux, intuitif, pour que la formation, justement, je reviens à la question d'Ania. Ne soit pas contraignante. Exactement, d'accord? Donc, on travaille sur des sujets, donc, comme on appelle ça, d'expérience client, d'accord? Donc, d'expérience client en termes d'utilisation. Donc, et le client, c'est qui? C'est le praticien, donc le médecin. De l'autre côté, nous avons aussi le patient. Donc, le patient. Et c'est là qu'on a bifurqué rapidement et on a ouvert le chantier du e-pharma. Pourquoi le e-pharma? Parce que, effectivement, il y a le praticien qui, lui, il est là pour diagnostiquer, hein, pour reprendre les dires de mon confrère. Donc, diagnostiquer, proposer, enfin, soigner, entre guillemets, mais derrière, il y a une prescription. Prescrire quelque chose. Exactement. Et nous, on est des analystes dans l'âme, donc on est là en train d'analyser, d'observer. On voit qu'aujourd'hui, 80% des personnes vont chercher l'information sur Internet. D'ailleurs, c'est la phrase que déteste chaque médecin. Sur Internet, j'ai vu que... Le fameux Doctissimo. Pourquoi je vous dis ça? Parce quel est que le taux de fiabilité de l'information sur Internet? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, donc, l'idée est venue là. Donc, on s'est dit, bon, alors, prescription, médicaments, on va attaquer qui? On va attaquer le producteur, le laboratoire. Le laboratoire, comment on pourrait l'aider? Donc, on propose exactement au laboratoire aujourd'hui des solutions pour essayer d'être un peu plus présent. Docteur Moustapha, vous vouliez réagir? Oui, en fait, justement, par rapport à cette question-là, par rapport au patient et son degré d'adoption de ce genre de solution, en fait, le dilemme où est-ce qu'il existe, il y a deux choses. La première, c'est la nécessité d'être standardisé par rapport à des standards internationaux. Vous savez, la médecine, la e-santé a des standards qui sont bien définis, qui sont issus, qui sont émanés par rapport à des expériences qui ont été faites ailleurs. Donc il y a des normes, voilà, qu'il faut respecter. Mais, parce qu'il y a il y a aussi une réalité algérienne, une réalité locale. Il faut adapter, il faut être standard, normalisé, mais tout en ayant un regard sur le marché actuel. C'est cette question-là que je voulais... Exact. Parfait. Alors moi, ce que j'aime bien, donc le génie du numérique, c'est qu'il y a cette parfaite polyvalence déjà autour de cette table. Nous avons des médecins, des ingénieurs, donc de la communication, de la logistique, et je vais revenir à cela par rapport au e-pharma. Ce qui est bien, c'est que j'ai vu sur ta plateforme que j'ai consultée, l'IMA Consult, que tu es aussi organisateur d'un événement pour pouvoir mettre en relation donc des opérateurs de la santé et de la médecine. Alors, pas tout à fait en fait organisateur. En fait, nous, on avait pensé dès le départ à mettre en place, c'était juste avant le Covid, on avait commencé à réfléchir sur mettre en place une plateforme pour en fait compléter les événements. Donc les événements, on n'est pas là pour se substituer à un événement physique, donc un salon, etc. et tout. Donc on avait eu l'idée de créer donc une plateforme virtuelle pour mettre en relation donc différents acteurs de l'écosystème économique. Et après cela, vu que notre spécialité, on a une branche qui travaille beaucoup avec le pharma, donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit pourquoi ne pas créer donc des tables rondes. Excellent. Des tables rondes pour mettre en relation justement aujourd'hui les spécialistes, parce qu'il y a un problème de communication et il y a un couple en fait qui fonctionne dans le secteur pharmaceutique qui date de très longtemps. C'est le fameux produit et service. Donc là, on a voulu casser un petit peu ça. Parce qu'aujourd'hui, tout est orienté patient. Voilà. Tout est orienté patient, donc on a voulu mettre la donnée, en fait, l'information accessible. D'accord? Si je reprends juste quelques petits chiffres très rapidement, aujourd'hui, on a 80% de personnes qui sont dans l'automédication. D'accord? Qui vont aller se soigner. 80%. C'est 80%, c'est énorme. Alors, d'autres chiffres qui vont peut-être vous choquer, mais on a de plus en plus de jeunes personnes qui vont dans la médecine alternative. Ça veut dire, ils reviennent vers les anciennes pratiques. Et quand on regarde le top 1 des recherches sur Internet, surtout depuis la Covid, c'est les gens cherchent les médicaments, des informations sur les traitements, sur la prescription, sur les personnels de santé, etc. et tout. Donc on s'est dit, bon, là,
il y a un point. C'est pour ça que je rebondis sur la partie communication. Donc, on s'est dit, on va aider les entreprises à justement s'orienter directement côté passion, d'accord, donner de l'information, comment faire cela, d'accord. Donc, encore une fois, je reviens, notre premier rôle, on est là pour réfléchir à des solutions et les proposer. Voilà. Est-ce que tous les outils que nous avons aujourd'hui, on peut donc conjuguer leur performance pour sortir des statistiques? Comment on peut révolutionner justement les statistiques dans le domaine de la santé, de la prévention, de la sécurité sociale aussi? Par exemple, là, pour la prescription, certains médicaments qui ne sont plus sur la nomenclature pharmacopée ou autre, comment pouvons-nous... Justement, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de harmonisation. Aujourd'hui, nous avons plein d'éditeurs, plein d'acteurs qui sont dans la création, dans l'innovation de solutions dédiées. Après, je laisserai la parole à mon confrère pour vous expliquer ça de plus en détail. Mais nous, encore une fois, on essaie de créer une jonction. D'accord? Parce que avoir des solutions sporadiques, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais isolé, d'accord, ça veut dire chacun utilise son logiciel dans son cabinet, s'il n'est pas interconnecté avec l'ACNAS, s'il n'est pas interconnecté avec des équipements, et avec les soucis de compatibilité. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus, c'est les équipements de comment on appelle ça, d'administration de médicaments connectés, d'accord. Comment on pourrait faire ça? Il n'y a pas d'utilité, d'accord. Et puis pour les grandes décisions de demain. Exactement. Je veux seulement rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que ce que vous venez de dire, c'est il faut comprendre que le grand défi, c'est on ne peut pas avoir de l'information ni des statistiques s'il n'y a pas un usage. Excellent. Il faut qu'il y ait des usages déjà. Il faut que les gens utilisent. Injectent de l'information. Il faut qu'il y ait des gens qui utilisent les solutions, qu'ils génèrent de la data, de l'information, que cette information soit traitée, routée dans le langage de notre confrère, donc routée dans le respect total de la réglementation et de l'éthique. Et pour cela, on pourra générer après et augmenter cette information, cette data pour créer de la valeur pour notre nation. Voilà. Alors, ce qui est sympathique, c'est avec les émissions directes, c'est qu'on peut aussi avoir des invités surprises. On a le plaisir d'avoir avec nous le docteur Chiali. Bonsoir. Alors, vous êtes médecin spécialiste en anatomie générale. Vous êtes chercheur associé au laboratoire d'automatique de l'université de Tlemcen et vous êtes aussi et surtout le cofondateur de la start-up Anatomis. Marhaba bik. Merci beaucoup, avec Saha. Un vrai plaisir de participer à ce panel et d'échanger avec d'abord un ami et puis des nouvelles compétences. Et dans ce domaine, j'ai entendu beaucoup de mots quand il parle d'information, de données, de cancéreux, de transmission de l'information. Et en fait, peut-être qu'on oublie l'essentiel, c'est les langages. Il y a des langages informatiques, mais le langage de la médecine, c'est bien l'anatomie. Donc, quand on parle de normalisation et d'uniformisation de toutes ces données, c'est bien sur des bases anatomiques. En fait, si on prend anatomiquement un exemple, un organe, on dit un cœur, mais un cœur ne s'appelle plus un cœur maintenant. Le cœur maintenant, il a un code. C'est F634 par exemple. D'accord. Oui. Donc, il y a une nouvelle nomenclature qui a été mise, internationale, qui a permis de codifier le corps humain, non seulement pour la e-santé, mais aussi pour l'environnement économique qui entoure la santé. La santé, c'est une économie avant tout. Donc, cette nomenclature, on ne dit plus une fracture de fémur, mais on dit une fracture du E235, par exemple. Voilà. Et ça nous permet de donner des informations plus précises. Toutes ces technologies vont nous orienter vers une médecine très pointue. Et quand on parle d'anatomie, maintenant on parle de modélisation. Modélisation, c'est un terme générique. C'est celui qui a le meilleur algorithme qui aura la meilleure modélisation. Et ça va de la 3D, tout simplement, une meilleure visualisation de l'image, jusqu'à l'empreinte cérébrale. On a une empreinte digitale, maintenant on a une empreinte cérébrale, une cartographie cérébrale. Salim Chalfaoui. En parlant de codification, j'aimerais rebondir parce que, y compris dans le domaine pharmaceutique, aujourd'hui, pareil. Ça veut dire que la DCI, aujourd'hui, elle est codée. Ça veut dire aujourd'hui, on ne parle plus de médicaments, on parle de code pour définir une famille de médicaments. Très bien. Docteur Martin. En fait, oui, effectivement. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de normalisation. En fait, les usages dans les TIC, dans le secteur de la santé depuis les années 70, ont fait émerger cette notion-là de langage commun entre tous les opérateurs. Ça a commencé de manière très granulaire, c'est-à-dire, quand je dis granulaire, c'est-à-dire au niveau basique. Chaque spécialité, chaque sous-spécialité utilisait des termes propres à elle. Et puis, puisque l'être humain est unique,
il est rassemblé, il n'est pas dépecé. Donc, il y a eu le besoin de faire des standards pour intercommuniquer ces termes-là. Et les standards n'ont cessé de se généraliser pour avoir des standards internationaux qui regroupent tous les autres langages de toutes les sous-spécialités. On a, comme a dit mon ami Salim, par exemple, l'ATC par rapport à pharma, c'est une des nomenclatures, parce qu'il y en a d'autres. Il y a, par exemple, l'handicap en anatomie, il y a les différentes standardisations de la CIM10, CIM11 par rapport au diagnostic, et maintenant on a des normes et des nomenclatures fédératrices qui fédèrent toutes les autres nomenclatures. Pourquoi? Pour revenir au dire de mon ami, c'est que quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'utiliser des systèmes très puissants qui traitent automatiquement la donnée pour générer une donnée nouvelle. Donc, en utilisant des codes, la machine comprend plus facilement et peut nous donner des résultats beaucoup plus précis, beaucoup plus robustes. C'est pour ça qu'on utilise ces normalisations. Donc il ne s'agit plus de faire juste pas des solutions et de développer, mais non, tout le but du développement, c'est de générer une information, une data de qualité qui peut être traitée par des systèmes informatiques et par des supercalculateurs pour générer, par exemple, comme il a été le cas ces dernières années, des molécules nouvelles dans les médicaments contre le cancer, de trouver des modèles et des schémas spécifiques par rapport à des pathologies qu'on ne comprenait pas, et de créer, avec l'intelligence artificielle, créer de nouveaux modèles de thérapeutique. Et voilà l'enjeu majeur de l'information. Donc c'est un enjeu de données, c'est un enjeu de data. Très bien. Alors la e-santé apparaît de plus en plus comme étant la panacée, et on est en train d'en parler dans l'émission par rapport aux inégalités territoriales d'accès aux soins. C'est les fameux déserts médicaux dont on parlait tout à l'heure, l'évolution de la démographie médicale qui garde évidemment nos infrastructures physiques sous pression tout le temps. Vous le savez, c'est votre quotidien. Ou encore la prévalence de certaines maladies chroniques. Pourquoi ça avance difficilement dans notre pays? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à mettre tout ça en place? Parce qu'apparemment, on vient de poser le diagnostic autour de la table. Ouais. Ça a l'air si simple en théorie. Pourquoi en pratique c'est plus compliqué? Alors, merci. Si vous permettez, je vais essayer un petit peu de revenir vers ce qu'il disait, que c'est extrêmement important pour nous, mais pour nous les ingénieurs, les développeurs. Donc le métier médical, le développement dans le secteur de la santé, on a vu que c'était un secteur très normalisé. Ce que vous disiez tout à l'heure, docteur, donc le cœur, c'est le F20, les reins, etc. Donc ils ont mis un jargon, au fait, qui s'appelle HL7. L'HL7, au fait, c'est une petite moulinette, au fait, qui est au milieu, et qui arrive à traduire un peu, c'est un dictionnaire médical. Je vous parle en français, il y a un système au milieu qui change en anglais pour que vous puissiez comprendre. Donc c'est ça, un petit peu l'HL7. Pourquoi, comme disait le docteur, c'est un petit peu pour que ça soit un langage universel. En termes clairs, l'HL7, si maintenant je viens me soigner chez vous et vous me donnez mon dossier médical, je prends mon dossier médical sous un format HL7, je peux partir ailleurs, au Japon, en Australie. Je mets en place ce fichier et la lecture devient automatique. On appelle l'interopérabilité. Absolument. Et donc, du coup, même le développement, et je vais revenir à la question, et c'est pour ça, on dit que ça devient universel, simple, pour nous les ingénieurs. On aime travailler dans un secteur codé, unifié. L'image au niveau médical, ça s'appelle DICOM. C'est une image universelle. Toute machine, si je reviens à la question de tout à l'heure, madame, toute machine qui émane une image, radio, mammo, panneau, etc., sous un format DICOM. Et elle est lue par pratiquement tous les systèmes qui sont aux normes universelles. D'accord. Revenons donc en Algérie et dans notre continent, l'Afrique. Pourquoi est-ce que ça a du mal un peu à champignoner, à germer, à prendre forme? Alors, au fait, ça fait pratiquement 8 ans que je travaille dans le secteur. On travaille principalement avec le secteur privé, qui sont un petit peu jeunes, qui essaient un petit peu de chercher l'information, comme on a dit que c'est des systèmes dynamiques, et qui cherchent de l'information, que ce soit pour le médecin, pour le patient, etc. On voit que le secteur public est un petit peu freiné par ces technologies. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on a vu, ce que j'ai vu sur le terrain, il y a un problème de loi. C'est uniquement le point de vue législatif? Il n'y a pas de résistance au changement? Écoutez, aujourd'hui, personne ne peut parler de résistance au changement. Tout le monde, on s'adresse à des professionnels. Quand on dit changement, on s'adresse à un professionnel. Tout professionnel aujourd'hui a besoin de changer son quotidien.
avec bien sûr un système informatisé. Salim Shalfaoui. Alors moi je rassure déjà, Reda, c'est pas une problématique typiquement algérienne. Dans le monde entier, revoit une réticence ou bien du moins un ralenti par rapport aux autres secteurs économiques, d'accord? On l'explique comment justement? Alors comment on l'explique? De ce que je sais d'après nos recherches à nous, en fait il y a trois gros facteurs. Le premier, on est toujours dans la problématique de la confidentialité des données du patient. C'est ça. D'accord? Données du patient. Bon, pourquoi? Parce que ça communique pas assez autour de ça. Mes collègues viennent d'expliquer qu'aujourd'hui tout est codifié. Aujourd'hui, on peut traiter ce qu'on appelle une donnée anonyme, d'accord? Qui va nous renseigner sur certains points. Si on veut parler des pathologies, on peut savoir quel secteur, quelle pathologie, par région, très détaillé, on peut aller là-dessus. Le deuxième point, c'est que toutes ces solutions-là s'accompagnent avec des outils assez coûteux. Ça, c'est le côté caché de l'iceberg. Ça veut dire que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'effectivement, mettre en place un système d'information hospitalier, en soi, on connaît les avantages, mais derrière, il y a toute une gestion à mettre en place, à mettre, d'accord. Le troisième point, c'est la partie réglementaire. La partie réglementaire, pourquoi? Parce que très souvent, ça reste un sujet. La technologie avance à une vitesse grand V. D'accord? Ceux qui font les lois, c'est pas des gens qui sont dans le technique. C'est pour ça qu'il existe des commissions, voilà. C'est pour ça qu'on fait appel à des think tanks, à des panels d'experts, etc. Je vous cache pas, moi je reste très optimiste. Je reste très optimiste parce que je vois un petit peu ce qui se fait. Je vais parler rapidement, dans toute petite parenthèse, dans le secteur que je maîtrise le mieux, qui est le secteur pharmaceutique. Il y a aujourd'hui des travaux, il y a aujourd'hui des efforts qui sont en train d'être faits pour justement mettre en place des plateformes, d'accord? Et j'arrêterai là, parce que c'est encore en cours de développement, mais il y a déjà ce qui est important, c'est la prise de conscience. Très bien. Docteur Chiali. En fait, quand on parle de système d'information et tout, il y a aussi un problème d'interface. Interface parce que quand on parle d'un cancéreux, il fait pas un scanner, il en fait 10. Il fait pas une IRM, il en fait 3 ou 4. Dans un suivi durant une année ou 2 ans. Donc déjà, il y a un problème pour faire coordonner toute cette imagerie aux yeux d'un seul chirurgien, par exemple. Ou de 2 ou de 3. Donc il y a un problème d'interface qui existe. La solution qu'on a voulu proposer à Anatomie, c'est une expertise anatomique numérique. Et cette expertise, c'est la première lecture qu'on fait d'une imagerie tout d'abord. Avant d'aller au diagnostic, on fait une lecture anatomique de la chose. Donc à travers un modèle 3D, on cherche à donner au chirurgien la vision qu'il voudrait avoir de la pathologie. Et c'est pas la vision du radiologue. Le radiologue, il est là pour poser un diagnostic, pour un peu expliquer ce qui se passe autour. Le chirurgien veut comprendre sa voie d'abord. Il veut comprendre l'intérêt de faire cette chirurgie ou pas. Donc, carrément créer des interfaces entre les spécialités. Et là, c'est le grand rôle de ces données. Il y a un enjeu majeur aussi maintenant, c'est les biomarqueurs. Avant, on utilisait l'intelligence artificielle pour traiter des données, pour avoir des statistiques. Maintenant, l'intelligence artificielle est utilisée pour avoir carrément un profil. Le profil du patient, un profil génétique et maintenant un profil cérébral et ainsi de suite. Donc ces solutions qu'on propose à Anatomis, c'est des solutions qui existent de par le monde entier. Sauf qu'on se résout maintenant à voir que ces solutions sont réservées à certains grands groupes universitaires, par exemple, et du domaine de la recherche. Nous, on cherche à mettre ça à disposition. À démocratiser l'accès. Tout simplement démocratiser. Voilà. Et qu'est-ce que ça va permettre au fait? Ça va permettre de récupérer beaucoup de données. Ces données, on peut citer un exemple, par exemple l'Université de Budapest, elle a récupéré des données par ce biais-là, et elle l'a mise à disposition pour l'intelligence artificielle, à tous ceux qui voudraient générer de l'information. Donc voilà, c'est une expertise en fait entre chirurgien, radiologue. Déjà, il y a vraiment un gros souci déjà entre ces deux spécialités, et sans parler du radiothérapeute par la suite. La prise en charge multidisciplinaire pose problème. La fusion des images aussi. Quand on cherche à fusionner 10 données différentes, c'est-à-dire des examens, des bilans, en un seul modèle, pour une réunion de concertation pluridisciplinaire, là, ça devient vraiment un chambardement. C'est des gigas de données, c'est plus de 2000, 3000 images des fois par patient à analyser en 10 minutes. Qui pourrait le faire? Même la machine pourrait avoir un ralentissement dans ses capacités. Donc voilà, avoir tout ça dans un modèle 3D aussi, c'était un peu le concept. C'est une approche purement anatomique, c'est une aide au diagnostic. Ça se résout pas à poser un diagnostic parce que ça c'est bien codifié, mais ça cherche à donner une aide, un meilleur tableau de bord. En fait, regrouper toutes les données qu'on pourrait avoir en un seul modèle 3D. Et bien sûr, il y a un autre élément qui est problématique en médecine, c'est la subjectivité.
quand on voit certaines radiographies, elles sont radiologues dépendants. Les interprétations diffèrent. Et ça pose problème quand on cherche à traiter les données par la suite. Donc, au niveau cérébral, la substance blanche, elle a toujours été visualisée. C'est une tractographie, c'est joli à voir. On voit les faisceaux. On a tous les mêmes zones cérébrales, mais la connectivité change. Et ça fait toute la différence. Exactement. C'est un peu notre carte d'identité cérébrale, nos connexions cérébrales. Et avant, c'était une vision purement subjective. Le médecin allait voir, oui, c'est à droite, c'est à gauche, c'est en bas, la lésion touche ou pas. Mais on n'arrivait pas à quantifier. Maintenant, on quantifie cela. Si je me permets peut-être d'annoncer dans votre émission, au prochain salon qui va avoir lieu du 26 au 29 octobre, salon spécialisé en imagerie au laboratoire, c'est IMLab. Anatomis, la start-up, bénéficiera d'un symposium où elle pourra expliquer toutes ces technologies et même de lancer ces prestations-là au grand public, aux neurochirurgiens et ainsi de suite. Donc, je vous Excellent. invite. Docteur Mostafa. Voilà. Puisqu'on a la chance de vous avoir et vous avez deux spécialités différentes. Pertinente intervention de mon cher ami, très pertinent. Effectivement, si je voulais répondre directement à votre question initiale par rapport aux difficultés, pourquoi ça ne veut pas démarrer? Parce que là, on sent la bonne volonté, oui, on sent Salim l'a que bien la dit. technologie est maîtrisée, vous venez de le prouver autour de cette table, mais Salim l'a très bien dit. D'abord, c'est pas une spécificité algérienne, ce n'est pas une spécificité africaine, c'est une problématique internationale. Même maintenant, les plateformes américaines de téléconsultation ont revu dessus. Ils disent que, en fait, c'était bien pour le Covid. bon, mais ils ont un maintenant- système de santé à part Voilà. aussi aux USA. Oui, Donc, en fait, c'est-à-dire que cette difficulté est naturelle dans le secteur de la santé. Parce que philosophiquement parlant, on a deux concepts. Le concept premier qui est le concept de TIC, donc de la communication, donc de la divulgation, et vous êtes très bien placé pour comprendre ça. Et de l'autre côté, on a la médecine, on a le secret médical, on a le secret de l'information. Donc ce sont deux concepts qui s'opposent. Donc forcément, il y a un problème quand on veut démocratiser l'information médicale. Donc forcément, l'usage des technologies de la communication dans un secteur où le secret médical est roi, donc ça ralentit son épanouissement. Le deuxième, les autres difficultés qui sont peut-être maintenant propres à l'Algérie, d'abord il y a la culture de la consommation du digital en général, qui est différente par rapport aux autres pays. Dans notre pays, j'espère que ça va changer rapidement, la consommation de digital se résume aux réseaux sociaux. Malheureusement, on a plus de 8 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, mais quand on essaye de faire consommer beaucoup plus, hein, docteur. oui, Selon le dernier mais je dis rapport de par la rapport- FPCE, rapport beaucoup de- plus. le 47 rapport millions. de la Banque mondiale, le dernier que j'ai eu. Maintenant, vous l'avez dit, c'est pas utilisation, c'est consommation. Toute la Consommation, je nuance parle est de la là. Voilà. consommation. Et surtout quand la consommation est rémunérée. Là, c'est encore une autre paire de autre manches. débat. Une autre paire de manches. Donc, c'est pour cela que la consommation, la culture de la consommation du digital en Algérie, ça a désiré, ce qui fait que c'est un frein, et c'est un frein pas des moindres. Parce que, naturellement, les technologies sont portées par les petites startups, par les petits groupes d'innovants, de chercheurs qui ne sont pas nombreux, donc qui n'ont pas les moyens, donc leurs startups sont petites, donc ils ne peuvent pas durer dans le temps. Pourtant, les adoptions de ces nouveaux modes comportementaux peuvent être très rapides. Hein. On l'a vu avec les VTC notamment, on l'a Très vu bien. avec les systèmes de Justement, livraison, on l'a vous vu. faites la transition. Voilà, on peut Vous faites- apprendre ces nouvelles vous faites la technologies, ces transition. nouvelles pratiques très vite. Vous faites la transition, je vais parler par exemple d'un exemple pertinent qui nous explique qu'on peut faire des solutions pour faire adopter les gens en ça. Par exemple, quand il y a eu l'application Baridimob de Oui. la Poste, quand les gens ont vu que utiliser cette application leur évite de faire des chaînes, surtout durant le Covid, l'adoption a boomé de 300%, 400%. Le e-learning. Le e-learning, c'est-à-dire quand on fait sentir à l'utilisateur qu'il y a derrière un bénéfice, Que ça vous change la vie. ça va, Voilà. ça vous change la vie, ça va améliorer l'utilisation. Il y a un autre volet qui est par exemple la réglementation, c'est instaurer l'usage de ces plateformes-là. C'est-à-dire par exemple, ce qui devrait être dans tous les secteurs, on devrait obliger un professionnel à utiliser un outil digital. On peut le faire. On peut le faire. Si on fait ça, c'est qu'on va obliger le professionnel à utiliser un outil digital. Donc automatiquement, il y aura de la demande par rapport aux gens qui sont dans ce secteur-là. Donc il y aura de la concurrence. Donc il y aura de la qualité. Et en finalité, c'est l'utilisateur final qui va en bénéficier. Ça, on peut le faire très facilement. C'est pas quelque chose de très contraignant. Par exemple, on fait
ça a été par exemple le cas dans certaines plateformes où on fait passer, par exemple celle de l'ADL, je pense. Oui. Puisque c'est tout le monde qui va passer par cette plateforme pour prendre un rendez-vous, donc c'est tout le monde qui utilise. Obligé. Ils sont obligés, donc automatiquement, le serveur de l'ADL a tombé parce qu'il y avait tellement de demandes. Donc ça veut dire que ça marche. Ça veut dire donc que les ingénieurs de l'ADL ont été obligés de améliorer leur système. De prendre en compte Donc vous voyez, cet donc afflux on massif. peut régler, on peut aider d'abord l'utilisateur, mais surtout le développeur, parce que le développeur, lui, entre-temps, il attend, il a des salaires, et donc il est en train d'investir. Et pour les petites entreprises, ça peut se faire au dos de leur survie. Voilà. Monsieur Mohamed Boussaboud. C'est parfait, docteur, ce que vous dites là. Et si vous permettez, je reviens sur une petite information. Donc l'informatisation à l'international du secteur de la santé a débuté les années 70. Il faudrait savoir que chez pratiquement nos voisins en face, aujourd'hui pour s'installer, pour qu'un médecin s'installe, il faudrait qu'il ait un système informatisé et cacheté, c'est-à-dire un cachet HAS, certifié HAS, Haute Autorité de la Santé. D'accord? Donc c'est pourquoi? Parce qu'il préserve tout d'abord le dossier médical du patient. C'est-à-dire, on ne peut pas s'installer et créer un dossier sur du papier. D'accord? Et du coup, ils ont instauré une réglementation où, si le médecin désire s'installer, il lui faudra un système certifié. Donc, du coup, ça fluidifie et ça pousse au changement. Pousse les gens à se mettre à l'aide du temps. Salim Cherfaoui. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de pousser vers la digitalisation? C'est le comportement du patient, du consommateur qui a changé. C'est-à-dire? Aujourd'hui, c'est le patient qui est en train d'impulser. Quand on analyse bien, on a toujours eu une relation dans le domaine B2B. Ça veut dire de professionnel vers professionnel. Que ce soit vers laboratoire vers médecin, médecin vers pharmacien, pharmacien vers distributeur, les interconnexions. Mais aujourd'hui, c'est une tendance qui s'inverse. Ça devient plus du B2B2C, vers le consommateur final. Pourquoi? Je reviens encore aux chiffres, moi j'adore les chiffres. On a 47 millions aujourd'hui d'abonnés et d'utilisateurs mobiles. C'est une croissance de plus de 100% d'année en année. D'accord? D'année en année. Ces gens-là, aujourd'hui, sont friands d'informations. Si on laisse le terrain, d'accord? Si on laisse le terrain libre, on peut trouver de tout et de n'importe quoi sur Internet. Donc tout le monde a intérêt à n'importe quelle échelle et on le voit. Il y a aussi le rajeunissement du personnel de santé. On a de plus en plus de gens connectés. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va trouver des médecins aujourd'hui qui publient, des pharmaciens qui publient. Donc c'est des gens qui sont en train de parler digital. D'accord? Donc, et ça répond à plusieurs problématiques. Ce qui va nous permettre de revenir derrière, ouvrir sur plusieurs chantiers. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est le patient qui est en train d'impulser tous ces changements-là et d'aller vers la digitalisation du secteur santé. Et on arrive, hélas, à la fin de l'émission. Une heure, ça passe très vite. Je laisse évidemment le mot de la fin au docteur Chiali. En fait, il y a plusieurs mots qui reviennent quand on parle de e-santé. On parle de démocratisation de la santé. Effectivement, pour un public jeune qui revient avec sa radiographie qu'il vient de faire sur son téléphone, ça devient tendance. Ils veulent cette information, donc il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et je pense que l'un des défis majeurs de la santé dans le siècle prochain, c'est les formats, les différents formats. Il y en a beaucoup. Et c'est, je dirais, d'un côté, c'est nécessaire, de l'autre, c'est voulu. Donc cette intercompatibilité des formats permettra peut-être un jour d'avoir une e-santé robuste. Et voilà, messieurs, dames, c'était un pur plaisir, évidemment, de vous recevoir dans l'émission. Vous revenez quand vous voulez. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à la semaine prochaine.